En mars 1985, il y a eu cette alia des Éthiopiens. Et je me suis dit, c'est quelque chose d'extraordinaire. Comment Israël va réussir à intégrer des personnes qui sont tellement différentes? Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Iska Al-Asri, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour nous parler d'Alia. Vous savez que c'est un sujet qu'on aime beaucoup ici. Alors, vous êtes arrivé en Israël il y a 35 ans, à l'âge de 20 ans, attiré, on va dire, par l'Alia des Éthiopiens, alors que rien ne vous y prédestinait. Oui, c'est bien ça. Pourquoi l'Alia des Éthiopiens? Qu'est-ce qui a fait que cette histoire vous a passionné? Eh bien, j'étudiais un masloul, un parcours, des études. D'avoda sociali, donc d'assistance sociale, et j'avais besoin, dans le parcours, d'étudier une certaine expérience, un domaine social. Et donc, dans cette année où j'ai étudié, il y a eu justement le Mifsa Moshe. Donc, en mars 1985, il y a eu cette alia des Éthiopiens. Et je me suis dit, c'est quelque chose d'extraordinaire. Comment Israël va réussir à intégrer des personnes qui sont tellement différentes dans la mentalité, bien sûr dans le langage, mais aussi dans les coutumes, etc. Et je me suis posé la question vraiment, comment ils allaient faire ça? Alors, donc, quoi, vous suiviez la presse, vous suiviez les articles publiés sur l'intégration de ces Juifs d'Éthiopie? Ben oui, tout le monde en parlait. Hein. À la radio, même les Français en parlaient. C'était vraiment à la une, quoi. Hein. Donc, j'ai un petit peu étudié. Je me suis dit, mais comment ça va se passer? Comment ils vont faire pour intégrer des personnes tellement différentes? Il y a aussi, à l'époque, des personnes qui venaient avoir du soutien financier. Donc, il y avait des conférences. Je suis à une conférence et là, j'ai compris qu'il y avait vraiment plusieurs endroits où les Éthiopiens allaient être intégrés. Et donc, je me suis mise à chercher comment faire pour arriver dans ces centres d'intégration. Yonit Parianti, c'est le moment de la remercier. Elle m'a proposé de venir un petit peu au Marconora pour essayer d'apprendre un petit peu l'hébreu, puisque je ne connaissais pas l'hébreu. Et en parallèle, après, je suis allée à Kiryat Arba. Alors justement, vous ne comptiez pas du tout faire votre alia, vous êtes venu à Kiryat Arba dans le cadre de vos études, tout simplement, pour faire un mois de volontariat avec des Éthiopiens et pour voir de plus près ce qui se passait. Alors qu'est-ce que vous avez appris pendant cette période? Comment vous vous êtes senti avec les Juifs éthiopiens fraîchement arrivés en Israël? Eh ben, d'abord, c'était une aventure extraordinaire. D'abord parce que c'était la première fois que je venais en Israël. Donc, j'étais un petit peu au Marconora, j'ai un petit peu connu un petit peu les Israéliens. Et là-dessus, quand je suis arrivée au Merkaz Kita de Kiryat Arba, j'ai rencontré des Éthiopiens qui parlaient un mot d'hébreu. Bon, moi, je ne parlais pas grand chose non plus, je n'avais pas tellement de vocabulaire. Et j'ai été obligée de parler avec les mains, avec les mimiques, etc. Bon, les Éthiopiens, il y a des Éthiopiens qui venaient des villes, donc ils connaissaient toute la technologie, quoi. Mais les Éthiopiens qui venaient des plages, ils ne savaient même pas qu'est-ce que c'était l'électricité, le gaz, l'eau. Donc, il y avait des choses qu'il fallait expliquer, qui étaient même des choses très importantes. Le téléphone, j'imagine? Le téléphone, on n'avait pas les téléphones portables. Non, mais un téléphone fixe. Oui. Ils ne connaissaient pas non plus. Non, ils ne connaissaient pas. Bon, ça, ils n'avaient pas dans l'appartement. Mais le gaz, ils avaient. Et il fallait faire attention. Ils leur expliquaient comment ça marchait. L'eau, ils pensaient que ça se fermait automatiquement. Des fois, il y avait des enfants qui allaient chercher de l'eau dans les toilettes en disant, bon, c'est peut-être une sorte de puits comme ça. Ouais. Donc, j'imagine que il y a eu des situations comiques, mais ça a dû être aussi très touchant, très bouleversant d'être là à ce moment-là. Tout à fait. Et donc là, je me suis dit, mais quand même, il y a tellement de choses ici à faire avec mes frères et mes sœurs, quoi. Hein. Je me suis vraiment sentie très, très attachée à mon peuple. Et je ne me sentais pas... retourner en France et reprendre votre vie normale. Ouais, tout
à fait. Voilà. Alors vous décidez de faire vos valises tout simplement. Donc vous êtes obligé de repartir, j'imagine, voilà, en France pour revenir avec toutes vos affaires. Vous dites au revoir à votre papa qui accepte de vous voir partir pour Israël et vous venez vous installer à Jérusalem pour réaliser en fait votre rêve premier qui était de devenir prof. Nahon, c'est ça, oui. Donc je demande j'essaie de savoir comment on devient prof. Je pose des séminaires, donc Mirtala. Donc je demande à être dans la meilleure, puisque je voulais vraiment avoir de bonnes études, une bonne étude. Et donc on m'a dit David Yelin. Donc je dis à David Yelin, qui est à Jérusalem, à Beth Kerem. Et c'est un endroit qui n'est pas religieux, ça on n'a pas demandé. Et donc, j'ai eu quelques petits problèmes à trouver du travail parce qu'on ne comprenait pas pourquoi j'avais étudié dans un cours non religieux. Oui, c'était à une époque où les choses étaient très morcelées. Il n'y avait pas tellement de... Il y avait des étiquettes. Voilà. Quand on est religieux, on étudie, on travaille avec des religieux. Quand on ne l'est pas, c'est différent. Et c'est vrai que pour vous qui venez de France, vous aviez du mal un peu à comprendre cette partition des choses. Tout à fait. En France, il y a les gens qui ne sont pas juifs et les juifs. Et nous, donc, on est juifs, donc c'est bon. Mais donc, je suis en Israël, donc tout le monde est pareil, tout le monde est identique. Alors qu'ici, en Israël, ce n'est pas tout à fait comme ça. À l'époque et même aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est évident qu'une prof, une directrice d'école, elle va préférer prendre un professeur qui est religieux quand ses élèves sont religieuses. Et bien sûr, si elle a étudié dans une école religieuse, c'est encore mieux. Donc, j'ai eu quelques difficultés pour trouver du travail, mais bon, ça s'est réglé. Alors ensuite, vous avez réussi à enseigner, vous avez prospéré, vous vous êtes installé à Jérusalem pendant 20 ans, donc c'est quand même beaucoup. Et puis, un beau jour, vous décidez de tout quitter et de partir à Bat-Yam. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Voilà. Alors, on a senti un petit peu qu'il y avait, mon mari et moi, on a senti qu'on avait un petit peu utilisé toutes nos possibilités à Jérusalem. Et on a entendu qu'à Bat-Yam, il y avait un Garin Torani, donc un noyau de Torah, on va dire, je ne sais pas comment on dit ça, qui avait besoin d'un peu plus de soutien. En fait, c'est un groupe religieux, mais qui essaye d'apporter, on va dire, du soutien à la population locale en général. C'est pour tout le monde, c'est pas simplement pour les religieux. D'accord. Nahon, c'est ça. Et il y a aussi, à partir de ça, il y a aussi quand même une connaissance, une volonté de faire connaître la Torah aux personnes qui voudraient connaître, mais qui n'osent pas, qui ne savent pas. Bon, étant donné que Bat-Yam, c'était une ville où il n'y avait pas tellement de religieux à l'époque, on est venu vraiment, ils nous ont ouvert les bras, les religieux comme les non-religieux. Parce qu'en général, quand il y a des personnes qui sont religieuses, qui habitent dans un endroit, automatiquement, l'endroit, il devient plus respectable, on va dire. On ne sait pas comment expliquer ça, mais je présume que c'est facile à comprendre. Mais bon, toujours est-il qu'on est arrivé à Bat-Yam, c'est le Garin Torani. On a eu vraiment, on a habité là-bas 9 années. Et j'ai travaillé à Holon. C'était une belle expérience pour vous, le fait de s'extraire de son monde pour aller renforcer une autre communauté. Oui, j'avouerai que c'était pas vraiment mon idée au début, c'est l'idée de mon mari. Ok. C'était un petit peu compliqué, mais au fur et à mesure, vraiment, j'ai vu que vraiment il y avait de quoi donner, donc ça m'a plu. En fait, c'est un endroit qui avait besoin de population qui vient pour donner, quoi. Voilà. Alors, ce qui est génial, c'est que cette expérience apparemment ne vous a pas suffi parce que vous avez réitéré un peu la même chose, mais là, pour le coup, vous êtes parti dans le nord du pays. Voilà. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, on a vu qu'à Bat-Yam, Baruch Hashem, il y avait de plus en plus de personnes pour aider le Garin Torani. 9 ans, dès qu'on est arrivé, il y avait un seul restaurant qui était cachère. Dès qu'on est parti, on avait une dizaine, une quinzaine, je ne sais pas, enfin, ça s'est vraiment multiplié. Donc, on n'avait plus tellement notre place là-bas. Et à Akko, donc, on a entendu qu'il y avait vraiment beaucoup de travail à faire, à savoir que d'un point de vue thoraïque, il y a un besoin de personnes pour renforcer le Garin Torani.
mais aussi d'un point de vue population juive. Voilà, c'est ça qui est intéressant parce qu'on sait très bien que Akko est une ville, c'est une ville israélienne, mais il y a beaucoup de mixité, c'est-à-dire qu'une partie de la population est arabe, une partie est juive. Comment se passent les relations? Comment ça se passe entre les deux populations? Est-ce qu'il y a des points, on va dire voilà, des actions de partage? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que c'est plutôt tendu? Comment sont les relations? On a la paix. Hein, on est en bonne, En bonne entente? oui, en bonne entente. Il y a eu des difficultés. Il y a quelques années, je n'étais pas encore ici. À Kippour, il y a eu des Arabes qui sont venus des villages extérieurs et qui ont fracassé des magasins, qui ont retourné des voitures, qui ont mis des chansons en arabe à tue-tête pendant les tfilotes de Yom Kippour. Bon, après ça, il y a eu quand même un retournement de situation puisqu'il y a des kamkazines qui sont ici de Akko qui ne se laissent pas faire. Donc, ils ont fait exactement la même chose à la population arabe juste après Kippour. Et à partir de ce moment-là, il y a eu une fermeture des achats de la population juive dans les magasins arabes. Vous avez boycotté, quoi. Voilà, ça a été boycotté. Et alors avec ça s'est calmé. Voilà, alors ils ont compris quand même qu'il valait mieux être amis avec les Arabes, puisque quand même ils avaient une possibilité de prospérer d'un point de vue économique. Voilà. Donc il y a eu on appelle ça le shalom kalkali, c'est-à-dire c'est grâce à l'économie qu'on a en fait la paix. Hein. Mais il faut dire que il y a des populations, il y a certaines populations qui font des choses ensemble entre ouais. populations juives. Bon, ce qui est plutôt ennuyeux, c'est par rapport à la ville elle-même qui devient arabe si on ne fait pas quelque chose. C'est-à-dire qu'au début, la ville, le centre-ville, il était arabe et juif, et la ville, elle était tout à fait juive, et la banlieue aussi tout à fait juive. Et maintenant, en fait, la ville, la vieille ville, je veux dire, elle est complètement arabe. Il y a très très peu de population juive là-bas. J'en ai compté sur une main. Et la population juive dans la ville elle-même, elle est aussi, c'est-à-dire il y a beaucoup d'arabes, il y a beaucoup de juifs, c'est tout à fait mélangé. Et dans la banlieue, c'est essentiellement juif, mais il y a quand même des arabes qui viennent aussi. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu venir à Akko. J'imagine. Donc, c'est vraiment une expérience tout à fait particulière, on va dire. Alors, en plus de tout ça, vous avez aussi changé encore, non pas changé, mais peut-être approfondi votre travail de prof. Vous le faites aujourd'hui autrement. Vous avez rajouté des cordes à votre arc parce que vous êtes prof de sciences, certes, depuis longtemps. Aujourd'hui, vous travaillez à Kiryat Motskin, dans le nord du pays, près d'une banlieue de Haïfa, je crois. Voilà. Et vous travaillez dans une Ulpena où il y a beaucoup de Olot Hadashot et vous leur apportez une aide précieuse. Alors, qu'est-ce que ça représente pour vous? Alors, voilà, je travaille à l'Ulpena Sgoula. Et c'est une Ulpena où il y a, comme vous avez très bien expliqué, il y a essentiellement des Israéliens, mais il y a aussi des Olot de tous les pays. Il y a des Olot d'Éthiopie, des Bnot Menaché qui viennent d'Inde, il y a des Olot d'Amérique, il y a des Olot de France, il y a des Olot de Russie, d'Italie, on a eu aussi. C'est-à-dire qu'on a vraiment kibbutz galouyot. Et donc, en tant que prof de sciences au début, bon, j'ai bien vu qu'il y avait des Olot, mais bon, je pensais qu'elles recevaient de l'aide. Et en effet, les Éthiopiennes, par exemple, les Bnot Menaché, qui ont besoin d'aide particulière parce que des fois les cultures elles sont très différentes. Alors elles sont dans des classes spéciales où on leur apprend d'abord l'ulpan bien sûr, mais bon il y a de l'aide vraiment adaptée. Mais d'autres lots elles sont dispersées dans toutes les classes. Elles apprennent comme ça un peu sur le tas, bien sûr, comme toutes les qui arrivent en Israël, elles apprennent l'hébreu sur le tas. Bon, bien sûr, il y a l'ulpan en parallèle, mais elles sont quand même dans la classe en train d'apprendre l'hébreu en même temps qu'elles apprennent.
Alors c'est marrant parce que vous parlez de ces nouvelles immigrantes voilà en provenance d'Éthiopie. J'imagine que ça doit vous faire un petit pincement au cœur et vous ramener longtemps en arrière comme si vous fermiez un peu voilà comment on dit une roue voilà la roue du destin. Oui, c'est vrai. C'est vrai que quand j'ai vu ça, ça m'a fait vraiment ça m'a fait drôle quoi, comme si je veux refermer la boucle avec ces jeunes d'Éthiopie. J'ai vraiment, j'aime particulièrement parce que c'est grâce à cette population-là que j'ai, bon, Hachem, je suis montée en Israël et elle m'aime aussi beaucoup, au Hachem. Et par rapport aux Lot de France, celles qui sont arrivées de France, donc j'ai vu qu'il y avait un besoin particulier parce que il y avait des jeunes filles donc, qui étaient bien sûr entourées d'un point de vue éducation, études. Je veux dire par là que tous les cours, les professeurs savaient qu'elles avaient un besoin particulier, etc. Mais j'ai remarqué qu'il y avait besoin de quelqu'un de particulier qui rentre dans cette petite niche-là, de soutenir ces jeunes filles d'un point de vue psychologique aussi. Pas seulement donc en tout cas c'est bien parce que maintenant on sait que à Kiryat Moskin il y a aussi une Oulpena, il y a aussi des Françaises dans cette Oulpena et des Olot Hadashot où voilà si elles ont envie d'aller étudier dans la région de Haïfa c'est possible. En plus elles vous auront comme guide et pour aide en plus peut-être de vous avoir comme prof. Merci d'avoir été avec nous ma chère Iska, c'était intéressant de voir le parcours. Il y a plein de francophones qui ont décidément des parcours bien différents en Israël et ça qui nous fait plaisir et nous touche toujours. À très bientôt. Voilà, je voudrais juste encourager toutes ces personnes qui se posent des questions, est-ce qu'on monte ou pas? Il faut se jeter à l'eau parce qu'il y a beaucoup de maîtres nageurs ici qui sont prêts à aider. Voilà. Voilà, alors c'est très bien. On vous souhaite d'aider beaucoup de gens parce qu'apparemment ça vous tient à cœur et bravo de le faire. À bientôt. Merci. Au revoir. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.